Bonjour chers élèves, nous sommes déjà le 23 mars 2020. Bien sûr, je me trouve dans l'obligation de créer un compte YouTube afin de pouvoir aboutir, bien sûr, en fin de compte, à vous envoyer des vidéos pour finir le programme SVT, car j'ai beau essayer avec les autres applications telles que Zoom, etc., ça n'a pas donné un bon résultat. Donc, je me suis dit que j'étais dans l'impératif à ce que je crée ce compte afin que je puisse bien sûr vous envoyer des vidéos qui sont en rapport avec la dernière partie du cours, c'est-à-dire la géologie. J'ai déjà commencé par l'introduction de la géologie. Je l'ai expliqué en audio, je l'ai envoyé par WhatsApp, bien sûr, pour tout le monde. J'ai parlé de la tectonique des plaques, la dérive des continents, l'expansion des fonds océaniques. Ça a été bien clair. J'ai répondu à vos questions en audio, bien sûr. Je vais vous donner un petit rappel, bien sûr. C'est qu'on a les continents, les 5 continents. Ils étaient bien sûr un seul, c'est-à-dire la Pangée, c'est divisé en deux, en Gondwana et en Eurasia, entre lesquels il y avait une mer, la Tétis, et bien sûr, après ça, il y a eu expansion, bien sûr, des fonds océaniques, ce qui a entraîné l'état actuel des choses. Bien. Puis, on a vu la structure du globe terrestre, on a vu en profondeur qu'il y avait la croûte terrestre. La croûte terrestre, on s'est dit qu'il y avait deux types, croûte continentale et océanique. Il y a le manteau supérieur et la sténosphère. On peut toujours dire qu'il y a manteau supérieur, manteau moyen, la sténosphère et la mésosphère qui est le manteau inférieur. Puis on avait le noyau qui est entre 900 km et 5100 km. Et après, il y a la graine au centre, entre 5100 km à 6400 km. Toujours, le rappel, on a vu qu'une coupe du globe, on a vu quelques zones qu'on a appelées, bien sûr, la légende des zones d'expansion, qui ne sont que des parties au centre des océans océaniques, et par lesquelles, bien sûr, il y a cette expansion via les océans, c'est-à-dire au fond, il y a le rift, c'est-à-dire la dorsale océanique, par laquelle il y a éruption permanente de matériaux, ce qui entraîne bien sûr l'expansion et la dérive. Il y a d'autres zones, telles que la zone de subduction, qu'on a dit que la subduction, c'était l'enfouissement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale. Je vous ai dit que la croûte océanique, elle est caractérisée par une épaisseur qui est minime par rapport à la croûte continentale, mais elle a une grande densité. C'est la raison pour laquelle elle s'enfuit le contact avec la lithosphère continentale, elle s'enfuit sous cette dernière. Et on a d'autres zones, des zones de compression, comme on l'a dit, de collision. Et par la suite, bien sûr, on a donné une notion de plaque lithosphérique qui était bien sûr, d'après ce qu'on vient de voir, qu'il y avait des limites, soit une zone d'expansion d'une part et d'autre part une zone de collision ou de subduction. Et il y avait deux types de plaques lithosphériques, soit des plaques lithosphériques purement océaniques, soit des plaques lithosphériques océano-continentales. C'est bon? Bien. Ça a été le rappel. Donc, le rappel, il faut qu'il soit bien pris. Je disais que la lithosphère est formée de la croûte continentale ou océanique plus le manteau supérieur.
Il me reste à vous dire qu'il y a trois grands types de discontinuité. La discontinuité de Moho, celle de Gutenberg et de Lehmann. La discontinuité de Moho, ça sépare les deux types de croûte avec la sténosphère. La discontinuité de Gutenberg, ça sépare le manteau inférieur et le noyau externe. Et la discontinuité de Lehmann, ça sépare le noyau externe de la graine. Ou bien sûr, les discontinuités, ça sépare l'état physique des roches que contient chaque partie du globe terrestre en profondeur. Je reprends la première leçon. On a déjà vu le rappel. Maintenant, la première leçon, les premiers paragraphes, on les a déjà vus en WhatsApp, en audio bien sûr, où la leçon, c'est les chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. Les chaînes de montagnes recouvrent maintenant 78% de la surface des continents, dont 25 sont récentes. Quand on parle de récentes, leur âge ne dépasse pas des 100 millions d'années. Ces chaînes de montagnes connaissent jusqu'à présent une activité volcanique et sismique. Les questions qu'on doit se poser maintenant, c'est quelle est la relation entre la formation des chaînes de montagnes récentes et la tectonique des plaques. Quels sont les types de chaînes récentes? Quelles sont les principaux caractéristiques structurelles et pétrographiques de ces chaînes? Et quels sont les phénomènes géologiques accompagnant leur formation? On commence maintenant par la limite, ou plutôt les limites des plaques et la répartition des chaînes de montagnes. Et pour cela, on va aborder notre document 1, celui-là, que je vous ai déjà envoyé, celui-là. Et vous allez bien sûr faire attention, surtout aux flèches qui sont sur le document, sur la figure 1. Ces flèches, soit qu'elles sont convergentes ou divergentes. On va y revenir pour bien l'expliquer. Donc, vous prenez votre document 1 pour pouvoir suivre avec moi correctement. Je parle de ça. On reprend notre figure 1. Vous allez remarquer qu'il y a deux types de flèches. Des flèches que j'ai dit convergentes, c'est-à-dire ce sont des confrontements, des rapprochements entre les plaques, et des flèches divergentes, c'est-à-dire où il y a une expansion, une distension entre les plaques. Si vous remarquez, on l'a déjà dit en audio, si vous remarquez toujours les flèches divergentes, elles sont situées au centre des océans. Si on prend par exemple la plaque africaine avec la plaque sud-américaine, on trouve entre les deux une zone qu'on a appelée la dorsale océanique, le rift, et de part et d'autre cette dorsale, il y a des flèches qui sont divergentes. C'est-à-dire, par là, il y a la distension entre les deux plaques. C'est-à-dire la distension, et au niveau de la distension, ou cette zone de distension, il y a un matériel nouveau qui se met en place. D'autre part, on trouve des flèches convergentes. Par exemple, si vous prenez toujours la plaque sud-américaine avec la plaque de Nazca, on trouve entre les deux des flèches convergentes, c'est-à-dire une confrontation entre les deux plaques. Et cela nous amène bien sûr à dire que les limites des plaques lithosphériques sont d'une part une zone de divergence et d'autre part une zone de convergence. Une zone de divergence, c'est-à-dire une extension, une zone que j'ai dit maintenant d'expansion océanique au sein des dorsales, des rifts localisés au fond des océans. Et ceux-là connaissent une activité volcanique éruptive et des séismes intenses.
qu'on va bien sûr voir une autre fois au niveau de la figure 2, toujours le document 1 que je vous ai montré tout à l'heure. La figure 2, si vous remarquez, au niveau de ces zones, soit de confrontation, soit de divergence, on trouve qu'il y a une similitude des volcans et des séismes. C'est-à-dire que les volcans sont situés surtout... Bien. Donc la zone de divergence, c'est une zone d'éruption volcanique, au niveau de laquelle cette éruption volcanique, on trouve un complexe qu'on appelle complexe ophiolithique. Donc ce complexe ophiolithique, il est propre, il est caractéristique de la croûte océanique. Ce complexe ophiolithique, c'est-à-dire ce basalte qui va être en éruption, va avoir une formation liée graduelle, une formation liée soi-disant qui ne serait pas en même temps, qui serait échelonnée, et ça va nous donner un ensemble de roches qui diffèrent, qui ont bien sûr la même origine, c'est-à-dire plutôt le même magma, mais tout en refroidissant, ça va donner différents types de roches. À partir du haut, on trouve des coussins de basalte, en dessous des filants, du gabbro, et à la fin, on trouve des péridotites. L'ensemble, on l'appelle complexe ophiolitique. Donc, ce complexe ophiolitique, elle est caractéristique de la croûte océanique. Par la suite, si jamais on trouve ça au niveau du continent, ça ne veut dire que il y a eu, si on veut faire une hypothèse, il y a eu un océan qui a disparu ou il y a eu une croûte océanique qui s'est montée ou qui a chevauché sur la croûte continentale. On va voir ça après. Ça a été la limite, la première, c'est-à-dire la limite de divergence. La deuxième limite, c'est une zone de convergence ou d'affrontement qui connaît, si vous prenez maintenant la figure 3 et vous allez faire une comparaison, une similitude avec la figure 1, vous allez trouver bien sûr que les chaînes de montagnes récentes se localisent directement, ça coïncide avec les zones de confrontation ou de convergence. Et de par là, on a noté trois types de zones, c'est-à-dire trois types de chaînes de montagnes. On a noté la une zone de subduction, qui est à l'ouest des deux Amériques. On a vu la 2, c'est une zone d'obduction qui est propre à la chaîne d'Oman, qui se situe au niveau d'Oman. Et on a la troisième zone, c'est une zone de collision et qui comprend bien sûr à partir du Maroc, les Alpes, l'Himalaya et voire même jusqu'à l'est de l'Australie, tout en montant vers l'Asie bien sûr. Tout ça, c'est une zone de collision. Bien, donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a trois types de chaînes de montagne. Chaîne de subduction, chaîne d'obduction et chaîne de collision. Maintenant, si on veut avoir une définition bien cohérente, bien claire d'une plaque, c'est quoi une plaque lithosphérique? C'est une portion rigide et stable de la lithosphère terrestre qui repose sur la sténosphère, limitée par des frontières actives caractérisées par une activité volcanique d'une part et sismique importante, et une autre partie qui est une zone de convergence, c'est-à-dire entre zone de convergence et zone de divergence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types de plaques, soit des plaques purement océaniques,
soit des plaques océano. On commence maintenant par les caractéristiques des chaînes de montagne récentes. On va commencer par les chaînes de subduction. D'abord, les caractéristiques topographiques, c'est-à-dire topographique, tout ce qui est en relation avec la roche, la constitution de la roche. Géophysique, tout ce qui est en contact avec les conditions géophysiques, température, pression, etc. Et géothermique, c'est-à-dire les conditions de la température au niveau de la zone de subduction. Comme ça, vous allez prendre avec moi le document 2, celui-là. Je vous ai déjà envoyé ça avant. C'est bon? Bien. Alors, ce document d'abord, on doit l'étudier comme ça. Vous avez la figure A, qui est celle-là. Vous avez déjà une partie qui montre la limite entre l'océan Pacifique et l'Amérique du Sud. On a la légende d'Ienna, on a bien sûr des petits cercles, ça, des volcans violents. On a en petit triangle ce qu'on appelle des points côtés, c'est-à-dire qui nous renseignent de l'altitude de la région. Par exemple, ici on a 6768, c'est-à-dire 6768 mètres au-dessus du niveau de la mer. Par exemple, là, on a un point côté, il est à 7021, c'est-à-dire, il se trouve, cette zone ou cette partie se trouve à une altitude de 7021 mètres au-dessus de la mer. Et vous avez ici la fosse du Chili et ici la fosse du Pérou. Ça, c'est la figure A. Vous allez mettre avec moi, par exemple, un A, un B. On va faire une coupe. Cette coupe, on va la voir au niveau de la figure B, puis au niveau de la figure C. C'est bon? Alors, au niveau de la figure B, ça représente, et là, la fosse océanique, celle-là, c'est un peu profond. On a la profondeur, et cette fosse peut atteindre même vers les 50 km de profondeur. On a une altitude de 7000 mètres, c'est-à-dire des montagnes, hein, de grande altitude. Et ces points-là, ce sont des foyers sismiques. L'Arabia, ce sont les Bou'ar Zelazil. Bien. Si on remarque, on voit que ils sont très proches à côté de la fosse, tout en passant vers le côté continental. Ces foyers augmentent de profondeur. Si on trace une ligne qui suit ces foyers sismiques, on va trouver un plan incliné comme ça, qui va de l'océan vers le continent. Ce plan-là, on l'appelle plan de Benioff. Et comme ça, on l'appelle plan de Benioff. Ça, c'est la figure B. La figure C, elle nous montre un truc très essentiel, celui-là. On a toujours le Pacifique, c'est en parallèle avec ça. On a toujours le Pacifique, là il y a la fosse, et là il y a l'Amérique du Sud. En pointillé, c'est la lithosphère, c'est la plaque lithosphérique. Donc par là, c'est la plaque lithosphérique océanique, où on a la plaque de l'Amérique du Sud.
Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que parallèlement à ce plan de Benioff, on a le même schéma qui est tracé par des lignes qu'on appelle des isothermes. Une ligne isotherme, c'est-à-dire une ligne qui réunit tous les points. Par exemple, ici 800 degrés. La ligne là, c'est 800 degrés. La ligne là, c'est 800 degrés. D'ailleurs, vous remarquez que tout en s'enfonçant la profondeur, la température augmente. C'est-à-dire là, on a 800 degrés, 1000 degrés, 1200, 1400, et ainsi de suite. Sauf que, à ce point-là, la zone que j'ai dit tout à l'heure que c'était parallèle, ou même plutôt même forme que celle qu'on a vue pour les foyers sismiques, on voit que par là, la ligne n'est pas droite. Elle s'incline à ce niveau-là. C'est-à-dire, par exemple, si on prend une région là, 1200 degrés, c'est bon? Et là, quand on arrive là, les deux points, on trouve que ça, c'est une invagination de la ligne de température 1000. Au lieu de trouver 1200, on doit trouver que 1000. C'est ce qu'on appelle une anomalie négative de la température. Même chose ici. Si on s'enfonce là-dessus, on a 800, toujours une anomalie. C'est-à-dire, ça montre que il y a du matériel qui est froid. Par exemple ici, c'est froid par rapport à 1400. Du matériel froid, 800, c'est très froid par rapport à 1200 ou 1400. Donc ce matériel froid, il s'enfonce sous le matériel ou vers le matériel chaud. Autre chose, c'est que là, dans les plaques lithosphériques, ça c'est la sténosphère. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la plaque lithosphérique continentale reste intacte, mais la plaque lithosphérique océanique, c'est elle qui s'enfonce sous la plaque continentale. Et ce phénomène, c'est la subduction. C'est-à-dire la subduction, ce n'est que l'enfouissement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale. Elle se manifeste par une partie, ou une zone qu'on a appelée plan de Benioff, caractérisée par l'emplacement de foyers sismiques qui augmentent de profondeur au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans le continent, c'est-à-dire de l'océan vers le continent. Et même chose, on a ce phénomène d'anomalie thermique. Bien, ça c'est le document 2. Bien, donc le document 2 nous montre, on va le lire, en vous basant sur les données représentées sur les figures A, B et C du document suivant, préciser la localisation des ondes. Donc la chaîne des ondes se localise bien sûr au niveau de la marge occidentale de l'Amérique du Sud. C'est la plus longue chaîne de montagnes vers 7100 km de longueur. Et la plus haute après l'Himalaya, elle arrive même, comme on l'a vu tout à l'heure, vers le coup de 7000 quelques mètres d'altitude. Deuxièmement, que représente la marge ouest de l'Amérique du Sud? Cette marge ouest, ça c'est l'Amérique du Sud, ça c'est la marge ouest. Donc, comme on l'a vu, elle renferme beaucoup de foyers sismiques, c'est ça? Et c'est la raison pour laquelle, si vous voyez même la figure A, ça montre même des volcans Nihoma très violents, donc des séismes, des volcans. C'est la raison pour laquelle on l'a appelé une marge active.
Sinon, parfois on l'appelle même ceinture de feu, car elle connaît beaucoup de séismes et beaucoup de volcans violents. Par contre, la marge, celle-là, c'est la marge ouest, et par là, ça serait la marge est, elle serait passive. Troisièmement, dégager les caractéristiques de cette zone de subduction. Donc les caractéristiques, on a vu qu'il y a une fosse tout au long de cette marge, qui est celle-là, une fosse océanique profonde, une activité sismique intense, et ces foyers sismiques. Alors je disais que cette marge active, elle est caractérisée par une activité sismique intense. Ces foyers sismiques sont répartis de façon régulière suivant un plan incliné qu'on appelait plan de Belioff. Et enfin, une présence d'anomalies géothermiques, celle qu'on a expliquée par là, et on l'a désignée comme étant une anomalie négative, qui coïncide avec le plan de Benioff. Tout cela ne peut s'expliquer que par l'enfouissement du lithosphère océanique, dense et froide, dans la sténosphère chaude. Et tout cela a généré un volcanisme andésitique, il faut souligner ça, andésitique, qui est caractérisé par une violence, c'est-à-dire explosif. Autre chose, c'est que ce volcanisme-là, il est visqueux et il est riche en silicate. On va maintenant passer les caractéristiques pétrographiques. Pétrographique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en rapport avec les roches. La zone de subduction, on a vu qu'elle est caractérisée par la présence d'une roche liée à l'andésite, car on a vu que les volcans, on les appelle encore les volcans andésitiques, nisbatan, relativement bien sûr, la roche d'andésite qui est dans ces endroits-là, dans ces montagnes andésitiques. Comme notre document 3 le montre, on va voir une coupe d'une roche andésitique. C'est ce qu'on appelle la mince, une vue microscopique de la roche, on l'appelle la mince. Et on voit bien sûr de gros cristaux qu'on a appelés macrocristaux, tels que le plagioclase, les amphiboles, des petits cristaux qui sont des microlithes, et une pâte vitreuse, sinon le verre, même chose. Cela montre, sachant que c'est une roche volcanique, ça montre que cette roche, d'abord, elle est issue d'un magma, mais qui a subi une cristallisation fractionnée. C'est-à-dire que ces éléments n'ont pas subi les mêmes conditions de refroidissement. Les gros cristaux ont subi un refroidissement très très lent, soit dans les profondeurs, soit dans la cheminée, tout en montant vers la surface. Les petits cristaux, c'est très proche de la surface, et le verre, il s'est formé très très rapidement, sans avoir beaucoup de temps à se refroidir ou se cristalliser. Ça a donné du verre. Et cette caractéristique de cette roche volcanique, on l'appelle qu'elle a une structure microlithique. Structure microlithique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de microlithes et elle n'est pas cristallisée totalement. C'est bon?
Bien. Maintenant, on va passer la relation entre le volcanisme andésitique et les zones de subduction. Et on passe directement la 2. La figure, toujours celle-là. On a vu ça. Et on a vu le document, il y en a la figure. Alors, essayez de faire, bien sûr, une analyse entre la figure A et 2. Qu'est-ce qu'elle montre? Bien, maintenant on va passer la deuxième figure, c'est la figure B et A, plutôt la figure 2, il y a A et B, pardon. Pour cette figure-là, ça nous montre les conditions qu'on a sous notre globe et par la suite, on a trois courbes. On a la courbe 1, 2, 3. La courbe 1, 2 et 3. La courbe 1, ça nous montre la courbe de gradient géothermique dans la zone de subduction. Bien sûr, ça, ce sont des résultats qui ont été, pour des expériences qui ont été élaborées au sein d'un laboratoire. Mais ça reflète toujours la réalité. Alors, ceci, ça montre la courbe de gradient géothermique dans la zone de subduction, c'est-à-dire tout en s'enfonçant la partie, plutôt la lithosphère océanique, tout en s'enfonçant vers les profondeurs, on a la pression, on a la pression en gigapascal, on a la profondeur en kilomètres, c'est-à-dire tout en s'enfonçant 80, 160, 240 km, même chose ici, sachant que tout en s'enfonçant dans les profondeurs, la pression augmente et bien sûr la température augmente. Alors, cette courbe nous montre qu'elle fait une limite entre la partie solide et la partie solide plus liquide. Celle-là, elle nous fait la limite entre une zone qui est liquide, totalement liquide, celle-là, solide plus liquide. On va comprendre tout ça. Bref, maintenant, le solide, ça pourrait être vers cette zone. Tout ça, c'est solide. Hein? Alors, notre lithosphère océanique, quand elle s'enfonce vers la profondeur, elle est toujours solide. Vous le voyez, voilà. On a le solide plus liquide, c'est-à-dire le matériel qu'on a là, il peut pivoter vers l'apparition d'un état liquide. On ne dirait pas que c'est l'état liquide, c'est un état visqueux, c'est-à-dire solide plus liquide. À ce moment-là. Et quand on arrive dans ces conditions, c'est-à-dire des conditions de température et de pression, on se trouve dans un état liquide. Bien. Si je vous demande maintenant de faire une comparaison entre cette figure A et cette figure B, qu'est-ce que vous allez remarquer? Tout de suite, vous allez me dire que on a là cette courbe 2. Je mets la courbe 2. C'est la courbe de fusion partielle de la péridotite. Vous vous rappelez de la péridotite? C'était quoi? C'est la roche qui forme, bien sûr, le manteau. Le manteau supérieur, moyen, etc. Il est formé de péridotite. Cette péridotite, soit qu'elle est sous forme solide ou liquide, ou solide plus liquide, il y a des conditions qui gèrent tout cela. Donc, courbe de fusion partielle de péridotite. Et là, la péridotite, elle est comme ça. Elle est fusionnée à des conditions. Et là, il est fusionné à les conditions. Lesquelles, à votre avis? Ce qui change entre celui-là, cette figure A et B, c'est là, on a un milieu qui est anhydre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau. Il est non hydraté. Là, on a un milieu qui est hydraté, plus de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que là,
notre péridotite qui s'enfonce, elle arrive à un milieu où elle peut avoir du liquide à partir de cette péridotite. C'est-à-dire qu'il est en fusion partielle. Là aussi, elle est en fusion partielle. Par contre, là, on manque d'eau, même si ça s'enfonce au niveau de la profondeur, il n'y a pas de fusion. Donc, qu'est-ce qui facilite la fusion? C'est la présence d'eau. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une anomalie thermique, c'est-à-dire en s'enfonçant, qu'est-ce qui se passe? Il y a du matériel froid qui s'enfonce dans le matériel chaud. Ce matériel froid, il va être réchauffé. Et quand il va être réchauffé, il va y avoir une évaporation d'eau. Cette eau qui va s'évaporer, elle va bien sûr favoriser quoi? Elle va favoriser la fusion partielle du péridotite. Et cette fusion partielle du péridotite, et on dit que c'est une fusion partielle, car la fusion totale, on ne peut jamais l'atteindre, hein? Elle est très très loin. Donc cette fusion partielle, elle va nous donner le magma, qui est le magma qui va nous donner les volcans explosifs de la roche qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'andésite. Merci de votre attention.